Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Nathalie Lessard, directrice des communications à la Société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée. Et au nom de toute notre équipe, c'est un plaisir de vous accueillir à cette 5e rencontre publique virtuelle portant sur le projet de déconstruction du pont Champlain d'origine. Good evening, everyone. We are pleased to welcome you to this 5th virtual public meeting about the deconstruction of the original Champlain Bridge. La rencontre d'aujourd'hui est un peu spéciale puisque nous allons traiter exclusivement des travaux prévus au cours des prochaines semaines du côté de Brossard, et ça en compagnie de Nouvel Horizon Saint-Laurent, l'entrepreneur responsable de ce grand chantier. Ça signifie que nous ne ferons pas de mise à jour des autres volets du projet de déconstruction. Comme depuis le début du projet, nous vous expliquerons toutes les mesures de mitigation qui seront mises en place pour minimiser l'impact des travaux sur la population et sur l'environnement. Today's meeting will break with the tradition of our previous meetings, since we will exclusively cover the work plan for the next few weeks in the Brossard area, in collaboration with Nouvel Horizon Saint-Laurent, the contractor in charge of this major project. Plus, as we've been doing since the beginning of this project, we will give you the details of the mitigation measures that will be put in place to minimize the impact on people and on the environment. De plus, en prévision de ces travaux, et comme nous le faisons depuis 3 ans maintenant, nous avons rencontré les élus de Ville de Brossard et de l'arrondissement Verdun-Île-des-Sœurs. Nous avons aussi rencontré la députée fédérale de Brossard-Saint-Lambert, Mme Alexandra Mendez, qui nous a offert de communiquer ses travaux par le biais de son bulletin parlementaire envoyé à 54 000 adresses de la Rive-Sud, et ça en appui à notre propre envoi postal à plus de 10 000 adresses. Nous tenons à remercier tous ces élus de leur appui. Comme à l'habitude, les présentateurs de ce soir seront messieurs Olivier Vincent, directeur du projet de déconstruction pour PJCCI, et Simon Hébert, directeur de projet adjoint pour Nouvel Horizon Saint-Laurent, ainsi que moi-même. De plus, nous serons accompagnés d'un modérateur que vous connaissez également, M. Jacques Bénard, président de Jacques Bénard Médiation et Facilitation Incorporée, à qui je passe la parole. Jacques? Alors, merci beaucoup, Nathalie, et désolé pour ce court délai. Merci à tous et à toutes pour vous joindre à cette séance d'information. Comme Nathalie l'a mentionné, j'agirai comme modérateur aujourd'hui. Et comme Nathalie l'a indiqué, la séance a vraiment pour objectif aujourd'hui de vous informer sur des travaux importants de déconstruction qui auront lieu cet automne sur la Rive-Sud. Bien entendu, ce sera une occasion aussi pour poser des questions sur ces travaux. Ce qui nous donne les sujets suivants qui seront abordés. Donc, il y aura un très bref état d'avancement du projet de déconstruction. La majeure partie de l'agenda sera à propos de l'explication du blitz de travaux qui a lieu cet automne et également sur la communication avec les citoyens. So presentation will be both in French and English. You will be able to ask questions in both languages, and we'll try as much as we can to answer in the language that you use to ask your question. Nous vous encourageons à poser dès maintenant des questions pendant la présentation en utilisant la boîte de dialogue dans laquelle se trouve, vous voyez, le petit numéro 1, vous voyez qu'il y a une petite boîte de dialogue avec un point d'interrogation. Donc, vous utilisez cette boîte-là. Et après ça, vous avez juste à écrire dans le carré où c'est marqué « Poser une question », écrire votre question et n'oubliez pas surtout d'appuyer sur « Envoyer » parce que sinon, nous n'aurons pas votre question. À la fin de la présentation, je vais prendre en note les questions qui ont été posées et je vais les adresser aux présentateurs selon, évidemment, le sujet des questions. Et donc, il y aura un court délai aussi entre le moment où vous allez inscrire vos questions et commentaires et le moment où ils apparaîtront dans la boîte de dialogue. C'est un peu normal avec cette plateforme. On a quelquefois, comme vous avez pu voir, des petits délais. Alors, pour le bénéfice de tous, évidemment, on vous demande de poser des questions qui sont en lien avec le sujet et de demeurer respectueux dans vos propos. Only questions and comments that are related to the subject of today's meeting will be posted. We are asking you to remain respectful, as all will be able to see the questions and comments. Les questions pour lesquelles nos présentateurs n'auront pas de réponse ce soir seront répondues plus tard et communiquées par l'entremise des outils de communication, des différents canaux de communication que Nathalie Lessard va vous présenter plus tard dans la présentation.
Également, cette séance est enregistrée. Elle sera disponible sur le site web pour tous ceux qui voudront la regarder. Et donc, je vous invite même, si vos voisins vous posent des questions sur les travaux, vous pouvez très facilement donc les acheminer vers le site web de PJTCI où se trouve toute l'information. Alors là-dessus, c'était les quelques mots que j'avais à vous dire en introduction et je vais passer la parole à Olivier Vincent. Olivier. Merci beaucoup, Jacques, et bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ce soir. Alors, on va commencer la présentation avec un bref état d'avancement du projet de déconstruction. On peut tout de suite aller à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, en date du 30 août 2022, l'avancement global des travaux sur le chantier se chiffre à 67 %, donc aux 2/3 des travaux planifiés. Principalement des travaux réalisés là, dans la portion Saint-Laurent, c'est-à-dire entre l'île des Sœurs et la section centrale du pont. On parle de 39 travées qui ont été déconstruites, 38 piles, 26 semelles. Et également, important de mentionner, seulement 2 plaintes reçues là, depuis les 26 derniers mois pour la réalisation des travaux, ce qui est très bien. Donc, l'échéancier est toujours respecté, pardon. Une fin prévue en janvier 2024 et le budget également, 225,7 millions pour le contrat de base, plus les frais directs reliés à la COVID. On peut aller à la suivante. And now, regarding the overall the construction schedule, it is as planned 43 months. So as mentioned, we are on target regarding the schedule. The bridge has been divided for your information in three major sections. Section number 5, which is the St. Lawrence River, for which the work has begun in August 2020 and will be completed in January 2024. Section 6, excuse me, the Seaway, the central part of the bridge. The work has begun in April 2021 and will be also completed in January 2024. And finally, the section located on the South Shore in Brossard, the work took place between May 2022 and January 2024. It is important to mention that afterward, when the deconstruction of the work will be completed in 2024, there is another part of the project, the shoreline redevelopment, where we will award a separate contract and in order to reappropriate or give back the shoreline to the citizen of Brossard and Île des Sœurs. And finally, at the bottom of the slide, you can see the overall project schedule between 2020 and 2025, and we are on target as we speak in 2022 September. So everything is working as planned. Simon, je vais maintenant passer la parole à Simon Hébert, qui est directeur adjoint de projet pour NHSL, qui va vous parler du blitz des travaux majeurs dans le secteur de Brossard, qui est l'objet de la présentation ce soir. Simon? Alors, bonsoir tout le monde et merci Olivier. Comme tu l'as si bien mentionné, là, pour la suite de la rencontre, on va vous présenter les différents détails là, des activités à venir dans le secteur Brossard. Donc, les travaux se divisent en 2 étapes qui se chevauchent dans le temps. La première étape, si vous voulez, le bloc 1, va se dérouler de la mi-septembre à la fin octobre 2022. Puis c'est essentiellement complété de travaux préparatoires qui vont mener au retrait des treillis modulaires et par la suite à la déconstruction des travées au-dessus de la route 132. On a un deuxième bloc, excusez-moi, front de travail qui, lui, va débuter plus en octobre 2022 et qui va se terminer là, au printemps, soit en avril 2023, et qui consiste principalement là, à la déconstruction des travées qui se situent actuellement au-dessus de la jetée qui a été installée dans le petit bassin à Brossard. Évidemment, toutes ces activités-là incluent aussi le traitement du béton, autant pour le secteur de la route 132 que pour le secteur au-dessus de la jetée. Prochaine diapo. Pour une meilleure compréhension là, de tout ce qui va s'effectuer dans le secteur, on va vous présenter peut-être en plus de détails les différentes étapes et les méthodes qui sont associées aussi à chacun de ces secteurs-là. Évidemment, les premières activités, que ce soit pour la section 4E à 8E, de 8E à 12E,
qui sont essentiellement la section 7 que Olivier a présenté plus tôt. On commence par des travaux préparatoires qui sont des activités de déboulonnage et de préparation au levage des treillis de renforcement qui ont été installés plus tôt lorsque le pont était toujours en service. Une fois que ça va être fait, on va procéder au retrait des 8 treillis qui sont dans la section. Une fois que c'est pour retirer ces treillis-là, je fais un pas par en arrière. On utilise 2 grues, comme on voit sur l'image, qui sont situées à chacune des extrémités des treillis, qui nous permettent par la suite de descendre ces treillis-là au sol ou de les déposer sur un support, là, dépendamment de la configuration des sols en dessous, pour qu'ils soient ensuite désassemblés pour être en mesure de les transporter hors site ou ce qui vont être en mesure d'être récupérés via du recyclage d'acier. Évidemment, c'est des travaux qui sont sensibles à la météo. Quand on parle de grues de levage, que ce soit le vent, la pluie, ça peut affecter la productivité. Par contre, il y a un fait notable qu'il y a déjà 4 treillis sur 8 qui ont été retirés à ce jour et les opérations se sont très bien déroulées pour le moment. Prochaine diapo. So the removal of the span and the piers are divided in 2 different methodologies. Both methods are similar, but are planned differently, mainly because of the Highway 132. The first section, which is 4E to 8E, is over the jetty and will be simply demolished mechanically, girder by girder, and it won't affect any part of the Highway 132. On the other hand, we have the section which is over the Highway 132 that will be removed mechanically also, but during a full lane closure, what we call a blitz. It means that all the work is performed during weekend days, so we can avoid any impact on the traffic. And those work are actually started right now with the prep work that we just described with the trusses removal, and will be ongoing until the end of November, where everything should be completed. Prochaine diapo. Alors, regardons ensemble avec plus de détails là, les 2 méthodes en question. Premièrement, pour la section 4E à 8E qui est sur la jetée, il y a des travaux préliminaires de sciage à effectuer qui sont débutés à l'heure actuelle, qui vont nous permettre de séparer les poutres les unes des autres pour être en mesure par la suite de les démolir mécaniquement, une à la fois, sans affecter l'intégrité structurale là, des autres sections qui sont toujours présentes. Par la suite, une fois que la treillis est retirée, on procède aussi à la déconstruction mécanique des piles, toujours avec les mêmes équipements, un peu comme on le voit sur l'image de droite. Et on pourra par la suite récupérer l'ensemble des matériaux qui vont être au sol, les évacuer, les récupérer et également les revaloriser. Excusez-moi. C'est important de voir. Non, on revient, s'il vous plaît. Ce que vous voyez, l'image ici à droite, c'est des images des activités qui se sont passées sur la jetée, mais du côté de l'épaisseur, sur la section ouest. Et c'est très, très similaire à ce qui va se passer dans le même secteur donné, mais par contre à l'est. Et c'est une méthode qui a été éprouvée. La seule différence, c'est qu'il n'y aura pas de support comme on le voit sur l'image présente. Prochaine diapo. Ensuite, on arrive dans le vif du sujet, qui est vraiment le retrait des travées 8E à 12E, au-dessus de la route 132 et du boulevard Marie-Victor. Évidemment, il y a plusieurs activités préalables à ça. Et la première va être la fermeture complète des voies. Une fois que les voies seront fermées, on va procéder à la protection de l'ensemble du pavage de la circulation et des éléments qui sont à protéger pour nous permettre par la suite de mobiliser une flotte d'équipements assez massive. On parle de 16 équipements spécialisés qui vont être utilisés pour déconstruire le tablier et les piles. Durant les travaux aussi, puisqu'on est en fermeture, il y a une évacuation et un entreposage qui se fait des matériaux, mais ça de part et d'autre des routes, de sorte que ça va nous permettre de procéder au nettoyage et à la réouverture des voies à temps pour le lundi matin, donc avant les heures de trafic. Évidemment, par la suite, il y aura une évacuation aussi de ces matériaux-là, mais ça va se faire dans les jours qui vont suivre les travaux sans contrainte à la circulation. Et ça va nous permettre aussi, évidemment, de les récupérer, de les valoriser et de les recycler. C'est important aussi peut-être de mettre en contexte l'image qu'on voit actuellement sur la droite de la présentation. C'est un projet référence qu'on donne pour indiquer un peu la nature des travaux.
Ça représente des travaux qui ont été effectués en 2015 sur la route 132 également, à la hauteur du boulevard Roland-Terrien. C'est des travaux qui ont été faits par Delsan Ayeb, qui est un partenaire de NHSL, et qui se sont vraiment passés dans un mode blitz de la même façon qu'on vous le décrit aujourd'hui. La plus grande distinction entre ce que vous voyez actuellement et ce qui va se passer au-dessus de la route 132 au pont Champlain, c'est qu'on va attaquer les structures de part et d'autre en même temps. Vous voyez ici, on travaille d'une façon linéaire, là, mettons, disons, du bas de la photo vers le haut de la photo, tandis que à Champlain, ça sera 2 équipes de chaque côté qui vont se rapprocher et se rejoindre au centre pour déconstruire complètement, ce qui explique aussi le nombre d'équipements requis. Donc, on aura une équipe similaire à ce qu'on voit sur l'image, mais doublée de part et d'autre pour s'assurer d'atteindre les cibles et les objectifs de l'échéancier de déconstruction et d'éviter de déborder dans le blitz. Prochaine image. Alors, on va prendre quelques instants pour vous présenter les différents impacts potentiels et également les mesures de mitigation qui vont être mises en place pour mitiger ces impacts-là. The biggest impact of the incoming work will be obviously on the traffic mobility. To complete the entire scope of work, we're going to need 6 weekend blitzes starting on late night Friday and all the way until Monday morning, 5 a.m. It's important to note that only 2 of those 6 will require the full closure, as we see here in the picture, which include the Boulevard Marie-Victorin. We're going to have to close on both directions during those blitzes, and we're also going to require a 6 complete weeknight closure of Marie-Victorin and the off-ramp to remove to do preliminary work also during that period. Next slide, please. Alors, on parle beaucoup de blitz. Quelles sont les dates? Alors, voici les dates et le calendrier en plus de détails. Donc, on a 2 étapes, le retrait des treillis et la déconstruction des travées. Comme vous le voyez, le retrait des treillis, on le dit encore, qui sont sensibles à la météo, ont déjà débuté. On a fait un blitz le week-end dernier, qui vient juste de terminer, du 16 au 18, qui s'est très bien passé. Et on a même rouvert les voies en avance. On a un autre blitz de prévu ce week-end, soit le 23, le 24 et le 25, pour procéder au retrait d'autres treillis. Et on a un 3e week-end de prévu également pour la fin de semaine du 30 septembre au 2 octobre pour compléter les travaux d'enlèvement de ces treillis-là. Puisque ce sont des travaux qui sont sensibles à la météo, on s'est prévu également d'autres dates, soit le 7 au 9 ou du 14 au 16 octobre, si on doit, à l'intérieur des 3 premiers week-ends identifiés, reporter certains travaux. Et par la suite, lorsque tout ça sera complété, le blitz proprement dit pour la déconstruction des travées est prévu de la fin de semaine du 4 au 6 novembre. Et on a également 2 autres fins de semaine de prévues pour compléter les travaux. Et également, ça nous donne une forme de contingence si jamais la météo vient jouer contre nous et on doit prolonger certains blitz dans des fins de semaine subséquentes. Et ces dates-là, on les voit, on parle du 18 au 20 novembre et également du 25 au 27 novembre. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Évidemment, tout ça peut avoir des impacts. Et quand on parle d'impact, évidemment, on a des éléments qui sont générés surtout par le fait qu'on a des travaux en continu. Quand on parle en continu, on est vraiment de jour et de nuit. Lorsqu'on débute, on ne peut pas se permettre d'arrêter parce que le temps est très serré et limité pour effectuer les travaux. On veut vraiment effectuer ces travaux-là à l'intérieur du week-end avec fermeture. C'est important de noter qu'on ferme les voies pour 2 raisons principales. 1, pour la santé et sécurité des usagers de la route, mais aussi pour éviter d'avoir des impacts à long terme avec des fermetures prolongées sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ce qui rendrait impossible de faire des travaux. Un autre impact qui peut être identifié, c'est la poussière. Évidemment, la poussière va être contrôlée, mais il se peut que la poussière soit visible à proximité du chantier, un peu comme on le voit sur l'image. Il y a des systèmes d'arrosage, tout est en place. Par contre, au niveau et à proximité de l'équipement, il va être normal d'apercevoir de la poussière. On aura également des potentiels bruits de percussion. C'est des opérations qui se font jour et nuit avec des dépassements de courte durée, des critères de bruit qu'on voit plus bas.
Par contre, c'est important de noter, comme on va le voir plus tard, il va y avoir des suivis en continu, on va l'expliquer. Mais si jamais il y a des dépassements au niveau des critères, bien, il y aura un arrêt temporaire des travaux pour évaluer et corriger la situation, soit via l'ajustement des méthodes de travail ou du positionnement des équipements en chantier pour éviter justement qu'il y ait des dépassements, comme on vient de l'expliquer. Et le dernier, mais non le moindre impact, il y aura également, excusez-moi, du camionnage et de l'entreposage de matériaux qui va se faire durant tout le week-end. Pour les mêmes raisons qu'on a expliquées plus tôt, on se doit de nettoyer les voies de circulation pour permettre la réouverture là, le lundi matin au public. Je ne disais pas. Alors, comment on va faire pour mitiger tout ça? La première étape a été au niveau de la planification, c'est-à-dire qu'on a fait des simulations complètes des travaux. Quand on parle de simulation, c'est qu'on veut évaluer les niveaux de bruit potentiels qui vont être atteints durant les travaux pour voir s'il y a un impact ou non sur les communautés avoisinantes. Un élément qui a été identifié qui nous permet de réduire le bruit à la source, c'est d'avoir des dispositifs anti-bruit sur les équipements de démolition, principalement les marteaux hydrauliques, qui nous permettent d'avoir une réduction à la source de 5 à 10 dBA, plus les mesures additionnelles qu'on va vous décrire plus tard. Évidemment, on a aussi la planification qui s'est faite en fonction de ces contraintes-là, c'est-à-dire qu'on a mis tous les travaux potentiellement plus bruyants durant le jour, et c'est pour ça aussi qu'on a des travaux durant tout le week-end, pour qu'on puisse avoir des heures en journée le plus longues possible et des travaux plus de nettoyage et de remise en état de nuit, ce qui va nous permettre aussi d'atténuer l'impact des niveaux sonores là, durant l'ensemble des activités sur le week-end donné. Un autre élément pour contrôler le bruit qui a été identifié, c'est qu'on va mettre en place un mur écran temporaire anti-bruit qui va être composé de camions semi-remorques de livraison, comme on voit sur les routes, qui vont être mis bout à bout sur une longueur de plus ou moins 210 mètres à l'endroit qui est identifié sur l'image ici, là, près du secteur de la rue de Suresnes, qui va servir de mur écran pour couper le son d'une façon temporaire là, durant les travaux. Évidemment, ces remorques-là vont être retirées aussi à la fin du blitz pour ne pas avoir d'impact sur l'utilisation de la bretelle. Et en plus de tout ça, on va avoir des suivis de bruit en temps réel, autant sur le site que dans les milieux sensibles qui sont identifiés en bleu sur la carte, qui vont nous permettre d'avoir une lecture en temps réel des niveaux de bruit qui émanent du projet, qui vont nous permettre éventuellement de faire les correctifs nécessaires si jamais il y a des dépassements il y a des bruits qui sont au-delà des limites permises. Ensuite, pour tout ce qui est par rapport à l'élément poussière ou qualité de l'air, si on veut, avec un grand A, évidemment, on parle d'utilisation de canons à eau. Pourquoi qu'on le mentionne? On utilise déjà sur l'ensemble des équipements de construction sur le projet, que ce soit dans le secteur Brossard ou ailleurs, de ce qu'on appelle, nous, des buses d'arrosage à la source, c'est-à-dire que chaque équipement est équipé d'une buse d'eau qui arrose lorsqu'elle travaille pour s'assurer qu'il n'y a pas de poussière qui émane autour de l'équipement. Mais en plus de ça, considérant la masse de travail qui va s'effectuer, le nombre d'excavatrices qui vont être utilisées aussi, on va mettre en place des canons à eau. Canon à eau, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est vraiment, ça porte son nom, ça projette de l'eau de la même façon que les canons à neige projettent de la neige, c'est-à-dire que ça fait une fine bruine d'eau qui va venir capter les nuages de poussière qui pourraient potentiellement être visibles pour s'assurer que ces poussières-là ne migrent pas à l'extérieur de la zone de travail et viennent affecter la qualité de l'air autour du projet. Et pour s'en assurer, on aura sur place également des stations de suivi de la qualité de l'air en temps réel qui vont nous permettre d'avoir une bonne appréciation et de contrôler également la qualité de l'air qu'il y aura, autant au niveau des zones résidentielles que sur le chantier, parce qu'on veut protéger les résidents, mais également nos travailleurs en même temps. Et c'est aussi, je pense que ça vaut la peine de noter avant que je passe la parole à Nathalie, que ce sont tous des mesures de mitigation qui ont déjà été utilisées lors des travaux et qui sont encore utilisées à ce jour au niveau de l'approche ouest, autant sur le Grand Bassin que sur la section qui a été déconstruite en début de projet au niveau de l'île des Sœurs, et que ces mesures-là ont tous fonctionné avec succès et qu'on a été capable de réaliser les travaux sans impact réel sur les citoyens à proximité.
Et tout ça en restant conforme aux différentes normes et barèmes qui sont établis par le projet et par la réglementation municipale en place. Alors, sur ce, je crois que c'est au tour de Nathalie de poursuivre la rencontre. Merci, Simon. Alors, on va passer à la prochaine diapo. Donc, comme nous le faisons depuis le début du projet, nous déployons énormément d'outils de communication pour vous permettre de suivre l'évolution des travaux. Mais évidemment, en prévision de ces travaux importants, nous avons aussi déployé une importante campagne d'information. Il y a d'abord une campagne publicitaire multiplateforme là, qui a démarré le 12 septembre et qui va être en cours jusqu'à la fin du mois de novembre. Essentiellement, on a des publicités à la radio, on a des publicités imprimées et aussi on a énormément de publicités sur les réseaux sociaux. Il y a une campagne médiatique aussi qui a démarré le 12 septembre. On a mis donc un communiqué de presse. Vous avez certainement vu que les médias ont repris notre nouvelle justement parce qu'on voulait s'assurer d'une portée la plus large possible. Nous avons, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, aussi envoyé un postage dans 10 000 résidences de Brossard. Et nous tenons bien sûr la rencontre publique de ce soir. Pour ce qui est des fins de semaine à venir, nous vous incitons bien sûr à vous abonner à nos alertes courriels pour suivre toutes les fins de semaine. Donc, chaque vendredi, nous allons confirmer si nous allons de l'avant avec les travaux. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter. Au cours des travaux, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire sur la section « Nous joindre » sur notre site web, que ce soit jacquescartierchamplain.ca ou déconstructionchamplain.ca. Ça mène toujours sur notre site Internet corporatif. Et évidemment, donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, notre chaîne YouTube qui contient plein de vidéos intéressantes. Et évidemment, il y aura des photos sur notre compte Flickr. Mais vraiment, pour suivre l'évolution des travaux, c'est vraiment sur notre compte Twitter que ce sera le plus facile parce que justement, comme Simon le demandait, le mentionnait, dimanche matin, nous avons réouvert plus hâtivement parce que les travaux se sont terminés un petit peu plus tôt et on l'a annoncé tout de suite sur notre compte Twitter. Alors voilà qui complète la présentation. J'imagine que nous avons commencé à recevoir des questions. Je vais passer la parole à Jacques pour la période des questions. Merci Nathalie, Simon et Olivier. Alors effectivement, on a déjà commencé à recevoir des questions. On va tenter dans la prochaine demi-heure, étant donné que la rencontre va terminer à 8 heures, là, de répondre à un maximum de questions qui nous ont été posées. Et puis, donc, vous pouvez continuer à poser des questions parce qu'il n'y a pas tant de questions pour l'instant. Donc, vous ne gênez pas. Il suffit encore une fois d'aller sur la petite boîte de dialogue qui est en haut, marqué questions-réponses et de nous poser vos questions. Alors, il y en a une première une personne qui se pose la question sur un viaduc qui serait abîmé ou qui serait endommagé au-dessus de la 132, reliant l'autoroute 10. Simon, es-tu au courant de cet aspect-là? Est-ce que ça fait partie des travaux? Non, ça ne fait pas partie des travaux. Je sais quel viaduc on fait référence, mais malheureusement, on n'est pas en mesure de répondre. C'est pas... je pense que ce n'est même pas une structure qui est sous notre contrôle actuellement. OK. Donc, ça serait une structure soit du MTQ ou... c'est bien ça, hein? Ça serait... Exactement. Très bien. Alors, donc, on va inviter la personne, effectivement, à communiquer avec le MTQ pour avoir une réponse là-dessus. On est bien désolé, mais effectivement, on parle effectivement aujourd'hui de la structure là, de l'Expo Champlain qui est de responsabilité de PJCCI. Ça, c'était pour la première question. Pour la deuxième, j'aimerais qu'on revienne sur le diapo numéro 16, si c'est possible. Et donc, et je pense que ça va s'adresser à Simon encore, sur la question des entraves à la circulation pour les résidents qui habitent le long des voies de service. Alors, si on peut revenir à la diapo numéro 16. Merci beaucoup. Et peut-être, je t'inviterai avant de répondre à cette question-là, Simon, peut-être de prendre cette diapo-là puis de l'expliquer. La diapo était effectivement expliquée en anglais. J'aimerais peut-être que tu prennes le temps juste de l'expliquer en français aussi, parce que c'est quand même quelque chose qui est important là, pour les citoyens. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui sont ici pour ça.
Donc, on revient à la diapo 16. Peut-être juste revenir un peu sur les impacts sur le trafic, mais peut-être prendre cette diapo-là et l'expliquer en français. Okay. Bon, il y a deux points importants ici à souligner. Bon, je vois que la question, le citoyen ou la citoyenne, je ne veux pas porter jugement, fait référence au projet de construction, évidemment, de reconstruction du nouveau pont. Je ne peux pas commenter, je ne suis pas, je n'ai pas l'information de comment c'était configuré à l'époque. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que, l'axe du pont Samuel-Champlain va demeurer ouvert et les rampes d'accès aussi à l'autoroute 10 vont demeurer ouvertes, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir accéder au pont et à l'autoroute sans problème. Il y aura des contresens en place. On n'a pas le choix pour certains secteurs du boulevard Marie-Victorin parce que justement, la structure du pont Champlain d'origine surplombe et coupe, si vous voulez, ça fait une délimitation physique. On n'a pas le choix pour accéder de part et d'autre d'avoir des contresens en place. Par contre, les contresens sont bien indiqués, puis il y aura des signaleurs en place qui vont permettre aux gens de circuler, aux résidents locaux de circuler librement. Il y aura effectivement pour des gens qui devront de voyager un petit peu plus loin, aller prendre une sortie et revenir en contresens. On n'a pas le choix, là, surtout pour les deux blitz principales où tout doit être fermé. Il y aura en place des contresens sur Marie-Victorin, mais vraiment à proximité des travaux et pour les résidents locaux seulement. Et on doit aussi également conserver l'accès commercial qui est, je crois que c'est la sortie 76, là, où il y a un poste à gaz à proximité au pied de la rampe d'accès, si vous voulez, là, du pont Samuel de Champlain, en direction, lorsqu'on est en direction ouest sur Marie-Victorin. Je ne sais pas si ça répond aux questions, là. On pourra peut-être fournir plus de détails, mais il y aura en place des contresens sur le boulevard Marie-Victorin de part et d'autre pour permettre aux résidents d'accéder à la résidence. Très bien, merci beaucoup. Toujours à toi, Simon, peut-être tu peux faire un petit résumé rapide de cette diapo-là en français, là, la diapo impact sur le trafic. Ah, OK, oui, c'est bon, je n'avais pas compris ce bout-là. Donc, ici, on parle vraiment de 6 fins de semaine au total. On les a décrits plus tôt et on a donné les dates. Dans ces 6 fins de semaine-là, il y en a 3 qui sont requises pour la déconstruction des travées. Et lorsqu'on va procéder à la déconstruction de ces travées-là, c'est là où on aura en place, malheureusement, des contresens. Là, ça semble être une contrainte pour certains résidents. Pour s'assurer que les voies que nous, on appelle les voies de service, soit le boulevard Marie-Victorin, soient fermées en même temps que la route 132. Très bien, merci beaucoup. Merci Simon. On va passer à la prochaine question. Donc, un participant ou une participante nous demande pourquoi faire une présentation bilingue plutôt que de faire 2 présentations, une en anglais, une en français. Bon, je pense qu'on tente aussi de répondre aux questions dans la langue qui nous est posée. Quand on voit peut-être qu'il y a un enjeu de compréhension, facilement on peut y revenir, mais on va aller à Nathalie là-dessus qui va nous donner peut-être un commentaire sur cet aspect-là. Oui, merci Jacques. En effet, comme société fédérale, nous avons l'obligation de faire des présentations en français et en anglais, donc des présentations bilingues. Du coup, pour avoir les contenus au complet en français ou au complet en anglais, les présentations PowerPoint seront effectivement sur notre site web, complètement en français, complètement en anglais. Donc, elles seront accessibles au cours des prochains jours sans problème. Et pour ce qui est de la présentation, c'est vraiment une obligation que nous avons. Merci Nathalie, mais n'hésitez certainement pas à poser vos questions ou faire valoir vos commentaires dans la langue de votre choix. Don't hesitate to ask your question in French or English. Donc, la prochaine question nous vient de André qui se demande si les caméras du site seront en temps réel ou en différé comme actuellement dans la construction. Olivier. Oui, les caméras vont demeurer en différé. Il y a présentement un délai d'environ 2 heures là, entre la prise de vue et la publication sur le site. Mais oui, principalement dû à des contraintes techniques et au nombre de caméras que nous avons. On préfère rester avec un petit décalage comme ça là, pour les images qui sont publiées. Très bien, merci. Prochaine question. J'attends que la caméra se dirige vers moi. Merci beaucoup.
Donc, la prochaine question est peut-être un peu moins sur le sujet d'aujourd'hui et on peut se poser même la question si c'est en fait en rapport avec des aménagements en dessous de vos propres propriétés. Je ne crois pas. Donc, là, cette personne veut savoir s'il y aura du côté de l'île des Serres, il y aura des aménagements sous les colonnes du REM et du pont Champlain, comme du côté de Brossard. Olivier. Alors oui, Jacques, comme tu l'as mentionné, oui, puis je l'ai mentionné un peu plus tôt dans la rencontre, il y a des aménagements prévus là, du côté de l'île des Sœurs, de Brossard et de la digue, mais principalement sur les terrains qui appartiennent à PJCI. Malheureusement, je ne peux pas parler au nom du REM et du pont Champlain. Le pont Champlain, c'est un PPP qui est géré par un partenaire privé. Et puis le REM, c'est une autre entité également. Mais pour nous, PJCI, il y a effectivement en 2024-2025 des aménagements qui vont être faits sur les desserts et à Brossard pour redonner l'accès aux citoyens. Puis ça va faire l'objet d'une présentation là, dans les prochains mois pour vous expliquer dans le fond là, où on s'en va avec ça et qu'est-ce qui est proposé comme un aménagement. J'espère que ça répond à la question, là, mais je ne peux malheureusement pas prononcer pour le REM ni pour le pont Champlain comme tel. Donc, merci, Olivier. Donc, la caméra va revenir vers moi. Donc, juste pour bien clarifier, ce ne sont pas les terrains dont cette personne-là parle, ne sont pas des terrains qui appartiennent ou qui sont de juridiction de PJTCI. Alors, encore une fois, on est désolé de ne pas pouvoir être en mesure de répondre à votre question, mais il faudrait vraiment regarder avec le REM. C'est toutes les questions qu'on a pour l'instant. Je vous encourage à en poser si vous en avez d'autres, mais pendant le petit intermède entre les nouvelles questions et avant qu'on les obtienne, s'il y en a, peut-être vous poser une question. Enfin, tiens, j'irai peut-être vers Olivier. On sait qu'il y a beaucoup de travaux là, qui ont des impacts sur la mobilité. Je pense qu'on a entendu pour le tunnel La Fontaine. Là. Pourquoi faire des travaux maintenant, Olivier, plutôt que d'attendre que, par exemple, d'autres grands chantiers se terminent? C'est une bonne question, principalement parce que les travaux de déconstruction du pont Champlain, c'est un projet qui est très important, qui a été planifié depuis plusieurs années. Donc, lorsque le contrat est octroyé, on a établi, l'entrepreneur a établi une séquence d'opérations. Donc, les travaux respectent cette séquence-là. On a pu le voir l'hiver dernier lors du démantèlement de la travée suspendue. L'entrepreneur a plusieurs contraintes, soit les contraintes d'accès, la météo, la fermeture de la voie maritime. Donc, chaque étape s'imbrique avec les autres. Donc, c'est pour ça qu'on a les travaux de déconstruction de la portion au-dessus de la 132 ont toujours été planifiés à l'automne et ça va nous permettre de respecter l'échéancier maître du projet et de terminer à temps. Ce qui implique qu'on va être aussi capable de respecter notre engagement pour le réaménagement dont j'ai parlé plus tôt pour les rives à Brossard et à l'île des Sœurs. Et je tiens à mentionner aussi qu'il y a une coordination très serrée qui est faite avec NHSL puis CCI et les autres partenaires, dont le MTQ et l'entrepreneur aussi responsable des travaux au pont-tunnel Louis-Polyte Lafontaine pour s'assurer qu'il y a le moins d'impact pour la mobilité dans le secteur de la 132 et aussi au niveau des résidents. Donc, c'est les deux priorités de PJCI. Puis on s'assure que ça soit fait le mieux possible. Mais comme je dis, on veut respecter les chantiers maîtres du projet, donc on veut aller avec ce qui est planifié, terminer le projet et ensuite enchaîner avec le reste sur l'aménagement des rives. Merci. Donc, la personne qui avait posé la question effectivement sur les aménagements nous spécifie ici qu'elle parlait des terrains de PJCCI. Donc, est-ce qu'il y aura des aménagements? Est-ce qu'on va nettoyer les terrains en rive? Nathalie. Oui, Jacques, comme la personne faisait référence aux colonnes du REM, je pense que il est question de notre terrain qui est situé pas loin de l'autoroute Bonaventure et de Gaétan-Laberge et tout ça. Donc, dans ce secteur-là, pour l'instant, nous entreposons des travaux, des équipements
des pièces du pont, etc. Et effectivement, il y aura des aménagements qui sont prévus dans le cadre de la reconstruction de l'autoroute Bonaventure, là, mais ça, c'est plus dans 27-28 ou dans ces eaux-là. Ce n'est pas à courte échéance, mais effectivement, ces aménagements-là sont prévus. Très bien. Alors, merci à José d'avoir insisté pour nous préciser sa question. C'est très bien. Une autre question porte sur des nids de poules qu'on retrouverait sur le boulevard Marie-Victorin à l'est du pont Champlain. Est-ce que c'est lié à nos travaux, ça, Olivier? Non, ce n'est pas lié à nos travaux. Comme Simon l'expliquait, nous, on est vraiment responsable du pont, de l'emprise du pont là, existant. Tout ce qui est situé sous le pont, l'autoroute 132, les bretelles, les accès, les voies de service, c'est la responsabilité principalement du MTQ. Donc, on travaille avec eux là, dans le cadre du projet de déconstruction pour coordonner les travaux et que ça ait le moins d'impact possible. Mais non, on n'est pas responsable, là, à moins qu'on l'endommage nous-mêmes durant les travaux, mais on n'est pas responsable de l'état actuel là, de la chaussée. Merci, Simon. José nous revient, dans le fond, avec une question sur l'ancien pont de l'île des Serres. Sera-t-il conservé? Si oui, que ferez-vous avec? Olivier. Si je comprends bien la question, on parle du pont de contournement. Le pont de contournement qui est situé à l'île des Sœurs, ça fait partie d'un autre projet. C'est un pont qui a été construit de manière temporaire là, pour les travaux préparatoires. Donc, ce pont-là, dans le fond, avait une durée de vie limitée. Donc, il y a un projet qui est en appel d'offres présentement et ce pont-là va être démantelé là, dans les 2 prochaines années, je dirais. Là. C'est un projet qui est à part de la société. Donc, le pont va être retiré comme tel et il va y avoir d'autres aménagements qui sont prévus là, dans le futur pour les terrains adjacents là, situés près du boulevard Gaétan-Laberge et de l'autoroute Bonaventure. Donc, c'est un pont qui ne sera pas conservé. Non, c'est un pont qui va être démantelé, là, qui ne sera pas conservé, mais c'était prévu comme ça depuis le début. Merci. Alors, Pierre nous demande, lors des fermetures des voies sous le pont, doit-on s'attendre à une forte augmentation de la circulation sur les boulevards Simard et de Rome? Simon. C'est sûr qu'il va y avoir un impact sur tout le réseau environnant, dont le boulevard Simard et le boulevard de Rome, puisque le trafic va être dévié sur ces routes-là principalement. Et toute la circulation locale va se faire aussi via les boulevards identifiés. Donc oui, il faut s'attendre à une augmentation du trafic global dans la région lorsque des travaux vont s'effectuer. Merci. José nous revient avec une précision qu'elle aimerait savoir s'il y aura des aménagements sur l'île des Sœurs. Donc, elle ne parle pas de Gaétan-Laberge ou Bonaventure. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait des aménagements qui soient faits à l'île des Sœurs? Olivier. Alors oui, je vous remercie pour votre question, José. Dans le fond, oui, il va y avoir des aménagements. Là. Dès que la déconstruction du pont va être terminée en 2023, il y a un contrat qui va être donné pour l'aménagement, comme je l'ai dit, à l'île des Sœurs, sur la digue d'Abois-Maritime et à Brossard. Si on parle plus de l'île des Sœurs, c'est les terrains qui sont derrière le concessionnaire là, Gravel, je crois, et qui constituent présentement l'accès à notre site où il y a une guérite, il y a un chemin d'accès. Tout ce terrain-là fait partie d'un projet d'aménagement où les citoyens de l'île des Sœurs, de Brossard ou ailleurs vont pouvoir avoir accès. Puis, c'est qu'à faire un lien avec l'Estacade également. Donc, ça fait partie du projet Héritage Champlain qui est où on redonne l'accès aux berges, si on veut, aux citoyens et qui va faire l'objet d'une présentation, comme je l'ai dit précédemment, dans les prochains mois, où on va pouvoir expliquer les différents concepts d'aménagement qui sont proposés à tout le monde. Donc, vous allez vraiment avoir une meilleure idée à ce moment-là, bientôt, des différents concepts proposés au point de vue d'aménagement du terrain et architectural aussi. Merci, Simon. Donc, pour l'instant, il y a une pénurie de questions, donc je vais y aller avec une des miennes. Justement, ce gros chantier-là, il y aura à peu près combien de personnes qui vont travailler
sur cet aspect-là particulier, est-ce que vous êtes en mesure de nous donner une idée de l'envergure des équipes qui vont travailler là-dessus, Simon? Bien sûr, sur chacun des corps de travail, parce qu'on parle toujours de travaux en continu là, sur 2 corps consécutifs, il y aura plus d'une cinquantaine de personnes à pied d'œuvre durant chacun des corps de travail. Donc, dans une journée donnée, là, il y aura plus d'une centaine de personnes qui vont être affectées à ces activités propres-là. Évidemment, ça fluctue en fonction lorsqu'on fait des treillis versus la déconstruction, mais en pointe, si vous voulez, on parle de plus d'une centaine de travailleurs qui vont être mobilisés par jour pour effectuer ces travaux-là. Très bien. Ça nous donne un peu l'idée de l'envergure des travaux qui vont être réalisés. Alors, pour l'instant, oui, je pense que j'ai une dernière question de Sylvain. Êtes-vous en mesure de dire la quantité de particules qui pourraient être émises sans l'utilisation de l'eau ou le pourcentage de réduction de poussière grâce au canon à eau? Finalement, si on n'avait pas de canon à eau, il y aurait quoi comme particules dans l'atmosphère? Et avec les canons à eau, qu'est-ce que ça fait comme différence en termes de quantité de particules? Je pense que la question est pour Simon. C'est une bonne question qui est très pointue aussi. Évidemment, je n'ai pas de valeur à vous donner en termes de particules ou ppm ou par million. Ce qu'on peut affirmer, par contre, c'est sans l'utilisation d'eau, c'est des travaux qui ne seraient pas possibles de mettre en œuvre. Ça serait comme une tempête de sable, finalement. Par contre, l'utilisation des canons d'eau réduisent presque, s'il n'y a rien d'absolu, on ne parle pas de 100%, mais on abat plus de 95% des poussières directement à la source. Et les canons qu'on rajoute vont aller chercher l'autre 5% et vont le contenir à l'intérieur de la zone de travail. Fait qu'on est confiant qu'on va contrôler la poussière avec les mesures de qualité de l'air en périphérie des travaux vont demeurer conformes comme ils le sont actuellement. J'aurais aimé ça avoir un chiffre magique, mais j'en ai pas malheureusement. Très bien. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Alors, je pense que dans ce cas-là, je vais passer la parole à Nathalie qui va conclure la rencontre. Nathalie. Merci, Jacques. Alors, comme vous pouvez le constater, nous aurons d'importants travaux cet automne et nous prenons 2 engagements. Comme Simon l'a très bien expliqué sur le chantier, nous allons déployer de nombreuses mesures de mitigation pour minimiser l'impact de tous ces travaux. De notre côté, à PJCCI, depuis le 12 septembre et jusqu'à la fin des travaux, nous allons déployer différents outils de communication qui vous permettront d'obtenir toutes les informations sur ces travaux, y compris les confirmations des blitz de week-end tous les vendredis. Nous sollicitons également votre part à 2 égards. D'une part, au cours des prochaines fins de semaine, nous vous recommandons soit de vous abonner à nos différents outils de communication pour connaître les dates de blitz ou consulter notre site Internet à déconstructionchamplain.ca. Donc, c'est là que vous pouvez vous abonner, mais si vous ne voulez pas d'abonnement, vous pouvez juste consulter notre site web le vendredi et on va confirmer si on va de l'avant avec les travaux ou encore nous suivre sur Twitter. La deuxième chose qu'on vous recommande de faire, évidemment, les week-ends de blitz, éviter le secteur puisque vraiment, à certains moments, les entraves seront importantes, particulièrement pour 2 des week-ends, des 6 week-ends qu'on a présentés ce soir. Alors voilà qui conclut la rencontre de ce soir. Nous vous remercions de votre participation. Thank you for your participation et bonne fin de soirée.